Habib, bonjour. Bonjour, J'ai le plaisir de vous recevoir sur ce plateau dans le cadre des 27e journées déjà, européennes de la Société française de cardiologie avec plaisir. et partagées. Et donc j'aurais voulu vous faire parler d'un sujet que vous connaissez bien, qui est un de vos sujets fétiches, qui est l'endocardite infectieuse. Avec plaisir également. Est-ce que je peux d'abord vous demander un petit peu votre, même si on vous connaît, de vous présenter? Bien sûr, je suis Gilbert Habib, je suis chef de service à la Timone à Marseille en cardiologie avec une orientation spécifique sur l'échocardiographie et une spécificité qui est un petit peu l'endocardite infectieuse, effectivement. L'un ne va pas sans l'autre. C'est très proche, hein, on a besoin de ça, mais justement, un des nouveaux messages qu'on fait passer depuis quelques temps, c'est qu'il n'y a plus que l'échocardiographie, mais également d'autres techniques d'imagerie qui ont bien enrichi notre arsenal diagnostique, comme notamment le PET scan, mais également le scanner tout simplement, qui peut être utile également dans l'endocardite, et c'est un des messages nouveaux, j'allais dire, que nous avons fait passer l'an dernier dans les nouvelles recommandations. Alors, puisqu'il est question de messages nouveaux, c'était un petit peu par ce par quoi je voulais commencer. Les recommandations dont vous avez été un des leaders, ou le leader, je ne sais pas comment il faut dire, sur l'endocardite infectieuse date de 2015. On a un petit peu de recul. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire quels sont les points essentiels qui sont à retenir ou qui ont été retenus ou pas d'ailleurs? Oui, je crois que c'est toujours bien, un an après les recommandations, après leur publication, de voir, non pas tout de suite comment elles vont être appliquées, parce que ça on aimerait bien le savoir, mais on le saura plus tard. On va en parler peut-être, mais de voir finalement quels sont les grands messages à retenir et les grandes nouveautés. Et je crois qu'il y en a deux. La première, c'est justement d'avoir introduit cette nouvelle imagerie, qui est l'imagerie multimodalité, comme nouvel outil de diagnostic dans l'endocardite infectieuse, au point qu'on a même, on a un peu exagéré, hein, mais on a proposé un nouveau algorithme, un nouvel algorithme de diagnostic dans l'endocardite infectieuse, tenant compte non seulement de l'échographie, mais des autres techniques d'imagerie. Donc ça, c'est un des gros nouveaux points, des grandes nouveautés dans l'endocardite infectieuse. Et le deuxième point, c'est l'idée de souligner l'importance du travail d'équipe, qu'on a parfois appelé la Heart Team, que nous allons appeler et avons appelé l'Endocarditis Team, l'équipe endocardite. Alors la Heart Team, on pensait beaucoup aux équipes chirurgicales et médicales Oui. et tout ce qui va avec, mais là pour l'endocardite infectieuse, c'est vrai que ça restait un tout petit peu restreint aux cardiologues et à l'infectiologue. Alors est-ce qu'on a élargi le champ de la Heart Team? Absolument, et c'était une excellente question, c'est vraiment l'idée. L'idée, bien sûr, c'est que c'est une pathologie qui est rythmée par l'infectiologie et la cardiologie. Mais en fait, quand on voit ces patients, on sait que leur tableau clinique initial peut être très variable et commencer par des symptômes articulaires, neurologiques, euh, chirurgicaux bien sûr, des embolies cérébrales, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, à un moment donné, un seul médecin ne peut pas être capable, qu'il soit cardiologue ou infectiologue, ne peut pas être capable de gérer l'ensemble de toutes les facettes de cette maladie. On a besoin de se mettre autour d'une table. Nous, dans notre centre, et dans beaucoup de centres en France, nous ne sommes pas les seuls, une fois par semaine, on se réunit autour d'une table, on regarde les dossiers des patients. C'est ce qu'on appelle réellement l'endocarditis team. Alors qu'il y a autour de cette table, J'allais poser la question. il y a des infectiologues, il y a des cardiologues, mais il y a également le chirurgien qui est là, un anesthésiste fréquemment, et maintenant toujours un spécialiste de médecine nucléaire et un radiologue. On regarde l'ensemble des documents du patient et on prend la décision tous ensemble. C'est ça la, non pas Heart Team, et j'insiste sur le fait que ce n'est pas pareil. On a aussi la Heart Team pour les TAVI par exemple. C'est pas tout à fait pareil. Là, c'est vraiment beaucoup plus divers. C'est ce qu'on appelle l'endocarditis team et c'est ce que nous avons inclus pour la première fois l'an dernier dans les nouveaux guidelines sur l'endocardite. Quand on parle d'endocardite, on a toujours un mot qui s'associe, c'est la prévention. Oui, c'est vrai. La prévention, dans le domaine cardiovasculaire, ça appelle des intervenants extérieurs. Comment est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui sont associés à cette Heart Team dans ce contexte précis? Oui, et j'aime bien le terme de prévention que vous employez et non pas le terme de prophylaxie qu'on utilise tout le temps, parce que la prophylaxie, finalement, c'est important dans certaines situations, mais qui sont peu nombreuses, alors que la prévention, c'est fondamental. Quelle est la différence entre prophylaxie et prévention? Eh bien, on pense toujours aux soins dentaires chez le patient porteur d'une prothèse valvulaire. La prophylaxie, ça veut dire qu'on va donner des antibiotiques juste avant les soins, et ça, on l'a peut-être trop fait dans le passé. On sait maintenant qu'il faut restreindre la prophylaxie à quelques situations à risque, qui sont les prothèses valvulaires, les antécédents d'endocardite infectieuse, par exemple, ou des cardiopathies congénitales un petit peu complexes, non corrigées. Ça, c'est la prophylaxie. Par contre, la prévention est fondamentale. Et la prévention, ça veut dire que dans toutes les situations potentiellement capables de provoquer une bactériémie, il faut lutter contre ces situations-là, c'est-à-dire non pas faire des antibiotiques chaque fois qu'on va soigner une infection dentaire, mais
avoir un état dentaire le plus parfait possible et aller voir son dentiste, par exemple, 2 fois par an. Et ça, c'est de la prévention. Et là, on va avoir autour de la table besoin d'autres spécialistes qui sont les dentistes et les stomatologues, par exemple. Et en fonction des patients, de la spécificité de leur pathologie propre, peut-être d'autres spécialités, type gastro-entérologue ou je ne sais pas. Toutes les spécialités peuvent être potentiellement, quand j'ai cité tout à l'heure les principales spécialités autour de la table, c'est vraiment ceux qui sont là tout le temps. Après, on a tantôt besoin de gastro-entérologues, souvent besoin des médecins internistes quand même, qui recrutent beaucoup de ces patients, souvent besoin de neuroradiologues et notamment ceux capables de faire du neuro-interventionnel. Donc vous voyez, l'éventail est très large de tous les médecins qui collaborent. C'est vraiment une équipe très large avec, comme vous l'avez dit, un noyau central et puis de temps en temps besoin d'avoir d'autres personnes autour de nous. Et les résultats de l'étude anglaise qui ont été publiés à l'ESC de Londres, je crois, 2015, ont-ils influencé vos pratiques et aujourd'hui, où on en est de cette histoire? Non, l'Angleterre, c'est l'Angleterre, hein, c'est différent de l'Europe. Et non, mais sans plaisanter, cette étude est intéressante, mais elle est critiquable et difficile à interpréter par beaucoup de points. Qu'est-ce qu'avait montré, sans rentrer dans les détails, cette étude? Ils avaient montré simplement que le fait d'avoir baisser la garde, oui, mais plus que ce que nous avions proposé au niveau européen. Eux, ils avaient proposé d'interrompre, et ils l'avaient fait, d'interrompre toute antibioprophylaxie chez tous les patients, même les prothèses valvulaires, même les patients qui avaient des endocardites. Et donc ça s'accompagnait, après un suivi de quelques années, d'une augmentation de l'incidence des endocardites infectieuses. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui sont ces patients parce qu'ils n'ont pas l'analyse bactériologique des nouveaux cas d'endocardite infectieuse. Et si on veut croire que c'est d'origine, ou nous faire croire que c'est d'origine dentaire, il faudrait dire que c'est une augmentation des endocardites d'origine streptococcique. Et ça, on n'a pas cette information. Il est évident que si c'est une augmentation des endocardites d'origine staphylococcique, ça veut dire qu'il n'y a aucun lien, par définition, avec le changement de prophylaxie. Donc, il y a eu d'autres travaux qui ont montré des résultats opposés aux résultats des équipes anglaises. Donc, pour l'instant, nous sommes en stand-by. À la fois les Anglais maintenant, les Américains et les Européens ont décidé de rester sur des recommandations communes qui sont celles que je vous ai citées tout à l'heure. Et je crois que c'est bien d'en rester là et de ne pas arrêter complètement l'antibioprophylaxie comme l'avaient proposé les Anglais. Donc cette histoire qui a fait beaucoup de bruit a au moins eu le mérite d'attirer l'attention sur le problème et de relancer peut-être un peu la réflexion. Oui, et puis je crois que c'est bien de travailler là-dessus et quand on fait des recommandations, il faut regarder comment elles sont appliquées. Hein, et donc c'est très important de faire ces registres et de voir ce que ça va devenir dans les années à venir. Il n'est pas impossible qu'on modifie ces guidelines dans les années à venir en fonction d'études comme celle-ci. Alors précisément, les recommandations depuis 2015, on a peut-être un petit peu de recul pour savoir comment elles sont appliquées? C'est trop tôt pour le dire. C'est trop tôt pour le dire, mais justement, et c'est sur quoi nous travaillons actuellement au niveau européen, et nous sommes responsables d'un registre européen qui s'appelle Euro-Endo, qui vient de commencer. Les premières inclusions ont démarré dans beaucoup de centres en France, en Europe, pardon, pas encore en France malheureusement, parce qu'on a des petits retards causés par des problèmes médico-légaux et de l'accord de la CNIL, qui nous retarde un petit peu, mais on a déjà inclus en Europe presque 350 patients pour une étude qui devrait finir dans 1 an et qui nous donnera plein de renseignements sur l'endocardite infectieuse, dont un qui nous paraît très important et que vous avez cité, qui est de savoir comment les recommandations sont appliquées. Le critère majeur de cette étude, le endpoint, ça sera la mortalité, de savoir quelle est la mortalité de l'endocardite en Europe, mais un des critères secondaires, ça sera comment sont appliqués les guidelines, et ça sera vraiment une question à laquelle on est content, on sera content d'avoir une réponse. Voilà. Sortie sur l'avenir, je suppose que ce registre va continuer de courir pendant des années. Les premiers résultats tangibles on espère, puisque l'étude, quand même, le registre va inclure des patients pendant 1 an, plus 1 an ou 2 ans de suivi. J'espère qu'à l'ESC 2019 ou au plus tard 2020, on pourra présenter les résultats de ce registre, qui est un registre européen, auquel, au passage, de très nombreux pays en dehors de l'Europe ont accepté de participer également, notamment les pays d'Afrique du Nord, bien sûr, mais également certains pays américains, du Nord comme du Sud, mais également la Corée, le Japon, plein de pays. Donc ça va nous donner une idée globale de l'endocardite dans le monde. Bon, on va peut-être pas prendre le jour et l'heure, mais on se donne rendez-vous quand même dans quelques années. Alors, 2020, 2020, 2020, Euro on est 2020. sûr. On est sûr. Bon. Ça me paraît bien, avec plaisir.